Bien, je crois qu'on va démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Et d'abord, un grand merci à Maria Melchior de m'avoir convié aujourd'hui à vous présenter, parler une petite heure de la question des personnes sans domicile et de leur santé mentale. Donc, je m'appelle Pierre Chauvin, je suis directeur de recherche à l'INSERM et chercheur en épidémiologie sociale. Donc ma présentation aura plusieurs parties. Très rapidement, quelques questions de vocabulaire. Ensuite, je passerai peut-être un tout petit peu de temps sur les aspects historiques du sans-abrisme en France, parce que c'est une longue histoire et dont certains aspects imprègnent toujours aujourd'hui à la fois nos représentations et nos politiques publiques. Je passerai aussi du temps à vous décrire qui sont ces personnes, l'explosion de leurs chiffres, et puis pour en arriver enfin à vous présenter quelques résultats d'enquêtes qui ont été conduites sur la santé mentale de ces personnes en France et particulièrement en Île-de-France. Et puis, je présenterai aussi deux dispositifs qui leur sont dédiés de prise en charge en santé mentale avant de conclure très rapidement. Alors d'abord, quelques mots de vocabulaire. Pour citer Albert Camus, un mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, et ne pas les nommer, c'est nier notre humanité. Or, en français, on a plusieurs termes pour désigner ces personnes sans domicile, alors qu'en anglais, il n'y en a qu'un seul et qui contient, je trouve, tout son sens, à la fois un sens objectif, c'est de ne pas avoir de logement, mais aussi un sens subjectif. Le mot anglais, c'est homeless. Donc c'est vraiment ne pas avoir de chez soi, d'un endroit qu'on considère comme chez soi. Et d'ailleurs, en français, pas mal de chercheurs utilisent ce terme, sans chez soi. Ça veut vraiment dire qu'on n'a pas de domicile personnel avec tout ce que ça procure de stabilité, de sécurité. Vous savez, par la loi, nos domiciles sont des lieux inviolables dans lesquels nous sommes, donc, sauf décision de justice, mais donc dans lesquels nous pouvons avoir refuge, nous sommes dans une intimité, une sécurité, une protection. Maria vient de le rappeler, avoir un domicile, c'est aussi avoir un ancrage dans un quartier, et puis ça fait partie d'un statut social, d'une certaine façon. Notre image sociale dépend aussi de là où on habite. Alors, ce terme n'est pas utilisé dans les enquêtes épidémiologiques ou statistiques, peut-être parce qu'il est un peu difficile à prononcer, et on parle... alors, sans logement personnel, c'est un terme qui est assez peu utilisé, que je n'aime, moi, particulièrement pas beaucoup, parce que ça met un peu trop l'accent sur le statut de son logement. On peut se sentir chez soi dans un logement qui ne nous est pas personnel. Bref, le terme que j'utiliserai ici et qu'utilisent les épidémiologistes, les statisticiens, les politiques publiques, est devenu le terme consacré, c'est donc le terme sans domicile. Qu'il faut distinguer, puisqu'il y a finalement un quatrième terme en français qui est les sans-abri. Les sans-abri, ce n'est pas synonyme de personnes sans domicile, ce n'est pas une catégorie. Les sans-abri, c'est une expérience vécue, une condition de vie, c'est être à un moment ou à un autre de sa vie sans-abri, c'est-à-dire à la rue, c'est-à-dire comme le définissent les enquêtes, logé, dormant dans un endroit non prévu pour l'habitation. Et j'y reviendrai tout de suite aussi. Alors, je vous disais, le sans-abrisme, c'est une longue histoire française, des indigents au sans-domicile. On les a qualifiés de différentes façons au cours de l'histoire. On a beaucoup parlé d'indigents, de vagabonds, de clochards, mais clochard, c'est un terme qui apparaît à la fin du XIXe siècle. Bref, pour aller un peu rapidement, au XVIIIe siècle, et Michel Foucault en a beaucoup parlé, évidemment, dans son ouvrage « Surveiller et punir », à partir de la moitié du XVIIIe siècle, les vagabonds, les gens sans emploi, sans logement, pauvres, sans ressources, sont massivement internés. C'est la création par Louis XIV de l'hôpital général. Je vous rappelle, et j'y reviendrai, qu'à l'époque, hôpital ne veut pas dire, comme aujourd'hui, un lieu de soins, veut dire un lieu d'enfermement et de prise en charge des populations les plus pauvres. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, vraiment, c'est un enfermement massif, généralisé, une pénalisation de ce type de comportement. Les gens peuvent être emprisonnés, peuvent être envoyés aux galères, peuvent être envoyés dans les colonies françaises.
de l'époque. À la lumière, évidemment, avec le siècle des Lumières et la Révolution, le regard change un peu. Les philosophes des Lumières et les penseurs démontrent l'inefficacité de cette répression, totalement dénuée du moindre objectif de réinsertion, dénoncent l'injustice sociale et donc l'absence de solution économique qu'on propose à ces personnes. Au passage, à la Révolution, les hospices et les hôpitaux, qui étaient largement confessionnels, sont municipalisés. Et donc on se retrouve à la sortie de la Révolution, au début du XIXe siècle, avec deux types d'établissements, des hospices pour les indigents âgés, dont on considère qu'ils mourront là, et les deux grands hospices à Paris, c'est la Salpêtrière pour les femmes et Bicêtre pour les hommes. À la fin du XIXe siècle, c'est un chiffre en passant, 20% des personnes âgées de plus de 70 ans, alors à l'époque c'est évidemment une population qui n'est pas si nombreuse, mais 20% d'entre eux sont enfermés dans ces hospices. Et puis il y a les hôpitaux qui existent, eux de leur côté, qui sont plutôt dédiés aux personnes tout aussi pauvres, tout aussi sans domicile, mais qu'on considère qu'on va pouvoir remettre sur pied et remettre à la rue. Donc ce n'est pas des lieux de soins, hein, évidemment, ça c'est quelque chose qu'on sait tous, hein, jusqu'au toute fin du XIXe siècle, même si progressivement les hôpitaux deviennent des lieux de soins, ce sont des lieux de soins réservés aux plus pauvres. Personne d'autre dans la société, y compris les classes moyennes, y compris les artisans, les petits commerçants, les vendeurs de 4 saisons, dès qu'on a un emploi, on évite l'hôpital. On cherche d'autres façons de se soigner en ambulatoire. Les hôpitaux sont vraiment des ultra-ghettos de personnes extrêmement pauvres. Ça nous amène à cette question. Vous connaissez ce fameux temps de la psychiatrie française qui est la libération des aliénés par Pinel pendant la Révolution. Parenthèse, on sait que ça ne s'est absolument pas passé comme ça, que c'est son fils qui a réécrit l'histoire de son père. Enfin, bon, il n'empêche qu'effectivement, vous voyez qu'en 1793, il libère les aliénés à Bicêtre, chez les hommes, puis 2 ans après, il libère les aliénés à la Salpêtrière, chez les femmes. Et on peut se poser la question, qui libère-t-il vraiment? Une partie, ce qui est sûr, c'est la partie la plus pauvre et la plus misérable de la population, qui a été enfermée, et certains d'entre eux qui présentent probablement des troubles psychiatriques, même si on ne les appelle pas comme ça. Alors très vite, dès 1810, c'est un retour à la répression, un total. Le code pénal, donc on pénalise le fait de ne pas avoir de domicile. L'errance redevient un délit, puni d'emprisonnement. C'est un peu un retour à un certain ordre moral et social. Et au XIXe siècle, à Paris, vous savez qu'au cours du XIXe siècle, la population de Paris explose. Elle passe de 500 000 à 2,5 millions, 2 200 000 habitants, c'est-à-dire la population actuelle, en à peu près 80 ans, et il y a une pauvreté massive. Les quelques écrits de l'époque disent que 10% des enfants vivent à la rue, 40 000 adultes, 40 000 autres adultes vivent dans la zone dont Madame parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, un visiteur américain du XIXe siècle écrit ceci: Paris, ville lumière, mais quelle blague! Indigents, clochards, mendiants, tous occupent les rues et les quartiers. Tant et si bien qu'à l'exposition universelle de 1889, pendant l'exposition, tous les clochards sont déplacés en dehors de Paris pour embellir le paysage. Et vous voyez donc que Paris 2024 n'était pas sans précédent. La Troisième République, c'est un tournant politique et moral majeur. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais plusieurs lois sont votées lors de la Troisième République. Une aide médicale gratuite aux indigents, j'allais dire enfin. La création de bureaux de bienfaisance, on dirait aujourd'hui des centres d'action sociale, qui reçoivent très très vite énormément de population, hein, près de 2 millions d'habitants sur 40 millions à l'époque, à la fin du 19e. Est institué le 14 juillet 1905 le fait que tout Français privé de ressources, soit âgé de plus de 70 ans, soit atteint d'une infirmité qui ne lui permet pas de travailler, doit recevoir une pension mensuelle minimale pour subvenir à ses besoins, une sorte d'ancêtre du RMI et du RSA.
et là aussi qui touche des populations assez nombreuses. Dans les années 30, à la veille de la guerre, il y a 1 million de Français qui perçoivent cette allocation, dont 30% d'enfants. Je vais très vite, l'immédiate après-guerre et les années 50, c'est le retour, j'allais dire, de grande crise du logement suite aux destructions de la guerre. Beaucoup de Français sont sans domicile. Et à Paris, c'est aussi la création, en 1954, de la brigade d'assistance aux personnes sans abri, qui font des maraudes dans les rues pour essayer de mettre à l'abri justement les personnes qui y vivent. Dans les années 60 et 80, tout ce sujet perd un peu, n'est plus à l'agenda politique. Toute la société, les politiques, l'opinion publique vit dans ce que certains auteurs ont appelé l'illusion d'un darwinisme social, c'est-à-dire l'énorme croissance économique, le plein emploi fait qu'on pense tous que la question des sans-domicile va se résoudre d'elle-même. Et puis, on ne fait pas que le penser. Il y a une politique d'investissement public massif dans le logement. C'est les époques où on construit tous les grands ensembles en région parisienne, qu'on éradique les bidonvilles, et tant et si bien d'ailleurs qu'on ferme les hospices en 1975. À partir des années 90, c'est, avec plein de guillemets, le retour de la question des nouveaux pauvres et le retour, entre guillemets, de la question SDF, sans domicile fixe. Alors les pauvres avaient toujours existé, bien entendu, mais ils reprennent de la place dans le débat public, sans doute parce qu'on s'aperçoit, alors sans doute entre-temps parce que la croissance économique n'est plus au rendez-vous, le chômage de masse s'est installé. Pire, on découvre cette catégorie de travailleurs pauvres, donc des gens qui sont en emploi mais qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins malgré leur salaire. Donc, toutes les années 2000, il y a comme ça des lois successives. D'abord, le vagabondage et la mendicité sont dépénalisés en 1992 seulement. C'est-à-dire il y avait encore à l'époque quelques dizaines de milliers de personnes qui passaient en jugement au tribunal chaque année en France. C'est terminé. Il y a la création du SAMU social de Paris en 1993. Je vais y revenir un peu longuement. En 1995, il y a la première enquête sur les personnes sans domicile qui est conduite en France, la première enquête statistique et représentative qui est conduite à l'Institut national d'études démographiques par Maryse Marpsa et Jean-Marie Ferdion, qui sera vraiment l'enquête fondatrice sur laquelle on se reposera ensuite à la fois pour des questions méthodologiques, pour la suite des enquêtes. C'est vraiment la première. Il y a la création aussi des équipes mobiles psychiatrie précarité en 2005, j'y reviendrai. La loi au logement, la loi sur le droit au logement opposable en 2007. Et puis malheureusement, et je vais arriver tout de suite à l'époque récente, depuis 15 ans, une augmentation absolument massive de la population sans domicile dans notre pays. Alors pour finir les aspects historiques, vous avez ici en orange les personnes sans domicile au sens large, en bleu, moins nombreux, les sans-abri, c'est-à-dire vivant durablement à la rue. Vous voyez que, bien entendu, et fort heureusement, tous ces nombres ont fortement diminué depuis les années 1800, c'est heureux. Mais vous voyez également qu'à partir des années 2000, la courbe orange, c'est-à-dire la courbe des personnes sans domicile, réaugmente, donc tout ça est à Paris, réaugmente, et vous voyez très très fortement, puisqu'on se retrouve à des niveaux du début du 19e siècle. Et en effet, les chiffres nous disent que le nombre de personnes sans domicile a plus que doublé en une décennie. Ils étaient 143 000, et gardons ce chiffre en tête parce que la plupart des études que je vais vous montrer datent de cette époque, où en gros, il y avait 150 000 personnes sans domicile en France. Et vous voyez que ça s'accélère beaucoup, le nombre double en 2020 et continue d'augmenter. On estime aujourd'hui, en 2025, que 350 000 personnes sont sans domicile. On estime aussi, même s'il n'y a pas de chiffres français, ce sont des estimations à partir de données européennes dans les pays dans lesquels elles sont disponibles, appliquées à la France, on estime que finalement, au bout du compte, il y a 3,5 millions de personnes qui ont vécu à un moment ou à un autre une période de vie sans domicile. Mais à un instant donné, une année donnée, ils sont donc que 350 000. Et vous savez, ou pas, que dans les sondages d'opinion, très régulièrement, ça fait 25 ans que ça dure,
quand on demande aux Français quelles sont leurs plus grandes craintes, ben, avant la souffrance et la mort vient le fait, la hantise de se retrouver à la rue. C'est vraiment quelque chose qui traverse profondément notre corps social. Quelques chiffres rapides. Non seulement donc, la population a explosé, mais la France est le mauvais élève de l'Europe sur cette question. Vous avez en bleu le nombre de personnes sans domicile et en rouge un taux pour 10 000 habitants, donc la proportion de la population sans domicile. Et vous voyez que la France vient très largement en tête, suivi du Royaume-Uni, de l'Allemagne, mais le taux est quand même plus faible, bien sûr la population est plus grande. Et puis ensuite, vous voyez que tous les autres pays sont vraiment à des niveaux infiniment plus faibles. La France est le pays qui compte de façon absolue et relative le plus grand nombre de personnes sans domicile. Alors pour quelles raisons? Une combinaison de facteurs structurels et conjoncturels. L'augmentation de la pauvreté, d'abord et avant tout, c'est la figure en haut à droite. Vous voyez que l'évolution de la pauvreté en France est assez préoccupante depuis les années 2000. Elle ne cesse d'augmenter. Vous l'avez peut-être lu dans la presse en 2025, le dernier chiffre qui est sorti de l'INSEE, officiel du taux de pauvreté, n'a jamais été aussi élevé depuis les années 1995. La deuxième grosse raison, c'est la crise du logement, avec un manque de logements sociaux abordables. Vous voyez qu'on est passé entre 1984 et 2024, on est passé d'à peu près 700 000 personnes en attente d'un logement social à 2 700 000 personnes en attente d'un logement social. Il y a aussi une augmentation des expulsés, tout est lié, des impayés, donc des expulsions sans proposition de relogement. Il y a une immense diversification des profils, ça je vais vous le montrer tout de suite. Une adéquation des solutions d'hébergement d'urgence à ces nouveaux profils, notamment les femmes et les enfants. Et puis, on peut souligner que vis-à-vis de ces enjeux, là, depuis les 15 dernières années, on ne peut pas dire qu'il y a eu des politiques et des stratégies de long terme qui visent à réduire ce phénomène. Alors, très rapidement, on ne va pas tout lire, je suis désolé, la diapositive est un peu chargée, mais pourquoi on perd son domicile, finalement? C'est avant tout lié à des difficultés économiques, à la précarité. Ce sont les gens qui perdent leur emploi, qui sont en chômage, en fin de droit de chômage. L'endettement qui conduit à des impayés, donc des expulsions de ce logement. Ça, c'est la première grande catégorie de raisons. La seconde grande catégorie, ce sont les ruptures familiales ou conjugales, qui sont très fréquentes. Donc c'est à la suite d'une séparation, de divorces, de conflits familiaux, de séparation ou d'éclatement de la cellule familiale dans le cadre de violences conjugales ou familiales. Ce sont aussi, ça peut être le rejet familial de jeunes majeurs, de jeunes LGBT. Et puis ça peut être aussi, par exemple, le décès du proche hébergeant, c'est-à-dire qu'on vivait en couple avec une personne, mais c'était elle qui avait les ressources financières, les assurances pour le logement, et cette personne décède. Et voilà, si vous n'étiez pas protégé, on va dire, par les liens du mariage, les veuves ou les survivants se retrouvent sans logement. Il y a des problèmes de santé, bien sûr, des troubles psychiques, des addictions, des handicaps, des accidents. Il peut y avoir des questions d'accident du travail, par exemple. Si vous êtes un travailleur non déclaré, notamment dans le bâtiment et les travaux publics, et que vous subissez un accident du travail, eh bien, vous n'êtes pas évidemment pris en charge parce que votre travail n'était pas déclaré, vous perdez votre travail du jour au lendemain. Il y a aussi la question des sorties d'institutions sans logement. Ça, c'est une question assez importante, même si elle n'est pas très nombreuse, mais qui est une vraie question. Ce sont les personnes qui sortent de prison sans accompagnement social, ou d'ailleurs d'hôpital psychiatrique. Et ce sont aussi toutes ces personnes qui ont été prises en charge par l'ASE, l'aide sociale en enfance, donc tous ces enfants placés dont le suivi s'arrête brutalement à 18 ans. Ils sont laissés
à eux-mêmes à l'âge de 18 ans, et ça nourrit, on le reviendra, une partie aussi de la population sans logement. Et puis finalement, il y a toute la question des parcours migratoires, parce qu'une grande partie de toutes ces personnes sont des émigrés, nés à l'étranger, avec toutes les questions de discrimination, de barrières linguistiques, des questions de droit au séjour, et puis aussi un sous-groupe des personnes demandeuses d'asile, et dont la moitié, je vous le rappelle, n'auront pas le droit d'asile, seront ce qu'on appelle des déboutés du droit d'asile et qui restent en France sans papier. Donc je vous le disais, dans cette population, il y a une surreprésentation de certains événements vécus dans l'enfance, dans les enquêtes, qui est très claire. Certes, tout le monde, et surtout les personnes modestes, peuvent se retrouver sans domicile, mais on a une prégnance quand même très forte de personnes qui ont vécu une enfance difficile, pour dire les choses rapidement. Selon les enquêtes, 50% des personnes qu'on interroge sans domicile ont vécu une maladie grave ou un décès d'un parent avant l'âge de 15 ans. Ils ne sont que 16% dans la population générale française. 65% ont vécu des violences familiales, contre 10% selon les estimations de la population générale. Et comme je vous le disais, 25% des personnes sans domicile sont des anciens enfants placés à l'ASE, alors qu'on en compte 2% dans la population générale française. Donc une surreprésentation tout à fait manifeste de circonstances péjoratives dans l'enfance. Alors, ce schéma, pour dire les choses très rapidement, et surtout pour essayer de nous débarrasser, non pas de nos préjugés, mais peut-être de l'image d'Épinal, on va dire, qui était peut-être vraie jusqu'aux années 90, sur qui sont ces personnes sans domicile. Alors, on en a une représentation où on se dit que ce sont essentiellement des hommes. Pas du tout. 38% des personnes sans domicile en France aujourd'hui sont des femmes. On a aussi une représentation du fait que ce sont des personnes isolées. Là aussi, pas du tout. 20% vivent en couple, et sans doute encore plus de femmes, et j'y reviendrai, vivent avec des enfants. Donc la situation de l'homme adulte, isolé, vieillissant, qui est un peu l'image d'Épinal, du clochard, ne correspond absolument plus à la réalité des populations. On les dit aussi désœuvrés. En fait, 25% des personnes sans domicile occupent un emploi. Des enfants, et 90% d'entre eux ont exercé un emploi au cours de leur vie. Et puis, c'est plus du tout des populations âgées. Je crois que l'âge moyen, mais ça ne veut pas dire grand-chose, il y a une diversité des publics, mais l'âge moyen tourne autour de 35 ans. Même si d'autres travaux ont montré d'ailleurs que l'espérance de vie des personnes, alors pour cela, à la rue, des personnes vraiment les plus défavorisées, des personnes sans logement personnel, leur espérance de vie à la rue est de 49 ans contre plus de 80 ans dans la population générale. Et je vous disais, un quart des personnes sans domicile travaillent, tout ensemble. Vous voyez, 24% sont en emploi. 8%, c'était des chiffres dans les enquêtes franciliennes, 8% d'ailleurs travaillent dans le secteur public. Moi, j'avais été très frappé dans l'enquête Samantha, dont je vais vous reparler, de trouver des hommes et des femmes qui vivaient dans leur voiture en étant employés à la ville de Paris. Pour les hommes, donc 20% d'entre eux travaillent dans le BTP et 20% dans l'hôtellerie-restauration, et chez les femmes, c'est la moitié travaille, bien entendu, dans les services aux particuliers. Alors, bien entendu, beaucoup d'entre eux, un cinquième, travaillent dans des conditions de contrat de travail extrêmement précaires, intérimaires, stagiaires, saisonniers. Alors, un jour donné, en France, il faut bien comprendre que les personnes sans abri, donc celles que nous voyons tous les jours sous leur tente, en bas d'un immeuble, dans la station de métro, qui passent la nuit dans les salles d'attente des urgences hospitalières, donc ces personnes sans abri représentent une toute petite portion. C'est vraiment même pas la face immergée de l'iceberg, c'est une tête d'épingle par rapport à l'ensemble de la population sans domicile. Un jour donné, donc il y a 2% des personnes sans domicile qui sont à la rue, pour faire court. En général, vous voyez évidemment une majorité d'hommes, mais déjà 14 ou 15% de femmes qui, chaque nuit à la rue. 2 tiers de ces personnes sans domicile sont logées dans des centres d'hébergement.
Alors ça peut être soit de l'hébergement d'urgence, donc des foyers dans lesquels vous pouvez passer une nuit, 2 nuits, 3 nuits. En général, vous en ressortez dans la journée. Vous ne pouvez pas y laisser vos affaires. Ça dépend un peu des hébergements d'urgence, mais c'est vraiment des choses très ponctuelles. C'est des mises à l'abri pour la nuit. En général, après, par exemple, avoir appelé le SAMU social, avoir appelé le 115. Il y a une autre forme d'hébergement qui sont les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, qui, là, comme leur nom l'indique, ont des séjours plus longs. Parfois, vu la difficulté d'accès à un logement social, des séjours qui peuvent durer des mois et des mois, si ce n'est beaucoup plus d'une année. Et puis voilà, donc, et dans les centres d'hébergement, on compte aussi les centres d'accueil pour les demandeurs d'asile, les CADA, quelques établissements mère-enfant, mais il y en a en fait assez peu. Ensuite, un quart des personnes sont dans des chambres d'hôtel. Faute de places suffisantes en hébergement, depuis, et ce nombre grandit d'année en année, on loge des personnes dans des chambres d'hôtel, dites hôtels sociaux. Autant vous dire que c'est évidemment pas, c'est des hôtels extrêmement simples, on y reviendra. Chaque nuit, il y en a un quart des personnes sans domicile sont dans eux. Et c'est là qu'on retrouve beaucoup de femmes, 50% de femmes et 50% d'hommes. Alors, vivent dans des chambres d'hôtel qui sont comme, on va dire, des chambres d'hôtel assez bas de gamme, évidemment, sont à plusieurs femmes, enfants, plusieurs dans la même chambre, avec très souvent aucune possibilité de faire de la cuisine, une fois, dans un tiers des cas, sans sanitaire personnel, enfin des conditions de vie assez compliquées. Je vais aller très vite, mais à Paris, par exemple, chaque hiver, on compte une nuit dans l'hiver les personnes à la rue, et vous voyez très vite qu'à Paris, il y a donc à peu près 70 000 personnes, Paris, le Grand Paris, hein, Paris-Île-de-France, il y a à peu près 70 000 sans logement hébergés à Paris chaque nuit, et sur ces 70 000, il y en a, on va dire que, mais c'est déjà encore beaucoup, 3 500 qui dorment à la rue, chaque nuit, dont une centaine d'enfants, dont un quart qui n'a jamais trouvé de solution d'hébergement par le 115 dans le mois précédent l'enquête, et dont une bonne partie d'entre eux ont même renoncé à appeler le 115. Donc les enquêtes sur les personnes sans domicile, vous voyez ici qu'il y en a eu plusieurs, pas non plus tant que ça. Il y a eu 6 grandes enquêtes depuis les années 90 et la première enquête dont je vous parlais. Il y a 3 temps de recensement national, une grosse enquête faite par l'INSEE. La première a été faite en 2001, la seconde en 2012, et la dernière vient d'être faite l'année dernière, et on attend les résultats à la fin de cette année, en 2026. Ces enquêtes sans domicile faites par l'INSEE et l'adresse contiennent malheureusement très peu de données de santé, et encore moins de données de santé mentale. Et pour cette raison, on a réalisé en 2009 ont été réalisés en 2009 et 2013 en Île-de-France, portés par l'Observatoire du SAMU social avec la collaboration de nombreux chercheurs, y compris de l'INSERM, 2 enquêtes dont je vais vous présenter un peu les principaux, et très rapidement, les principaux enseignements. Avant de rentrer un peu dans les chiffres, ce que je voulais quand même souligner, c'est le fait que vivre sans domicile, c'est vraiment vivre au quotidien des expériences péjoratives, et y compris pour la santé psychique et mentale. C'est vivre au quotidien une instabilité, c'est évidemment ne jamais savoir dans les mois qui viennent où on sera logé, voire même chaque jour dans quelle distribution alimentaire on va pouvoir s'adresser. Enfin, c'est une instabilité de vie permanente qui empêche évidemment tout projet, toute perspective d'avenir. C'est aussi une vie d'errance résidentielle. En moyenne, les personnes sans domicile, avec de grandes diversités, mais en moyenne, ont changé 3 à 4 fois de logement en un an. Et on va voir que pour certaines parties de la population, c'est beaucoup plus. Ce sont des allers-retours constants entre l'hébergement d'urgence,
l'hébergement en foyer de réinsertion, le retour à la rue. Je vous montrerai un exemple tout à fait caricatural, mais il faut pas croire, c'est tout le contraire de la stabilité. La trajectoire d'une personne sans domicile s'est fait constamment de logement, de changement de foyer, etc. C'est évidemment un isolement, quand bien même on vit en couple ou quand bien même on vit en famille, évidemment c'est un isolement social, au sens large. Ces personnes ont évidemment très peu d'amis, très peu de relations. C'est paradoxalement de la promiscuité dans les centres d'hébergement, dans les chambres d'hôpital. C'est aussi des formes de désorientation pour les personnes qui sont sans logement, et notamment celles qui sont ce petit nombre de personnes qui sont très souvent à la rue. Ils souffrent vraiment de désorientation temporelle. Chaque jour ressemble au précédent. Si vous ne travaillez pas, si vous ne faites pas partie des 20% de gens qui travaillent, voilà, la vie est un recommencement de chaque jour. Il n'y a plus de dimanche, il n'y a plus de lundi, il n'y a plus rien. Voilà. Et puis, bien sûr, c'est faire part de l'hostilité ou de l'invisibilité de la part de la population générale. C'est être beaucoup exposé aux violences. La vie à la rue, en foyer d'hébergement, est une vie très violente. C'est être évidemment confronté, intérioriser une forme de honte, et notamment ça se décrit énormément chez les personnes avec des enfants, les personnes en famille avec des enfants qui ressentent une honte indicible de n'avoir à offrir à leurs enfants que cette vie-là. Et puis c'est donc quotidiennement des stratégies de survie. Alors je vais vous parler rapidement de l'enquête Samantha, qui était donc l'enquête sur la santé mentale des personnes sans domicile. Elle date de 2009, c'est important à retenir, donc elle date d'une époque où il y avait 2 fois moins de personnes sans domicile qu'aujourd'hui. C'est une enquête qui a été conduite sur un échantillon représentatif d'adultes francophones en Île-de-France. Donc là, on ne parle pas du tout des enfants à l'époque, et on ne parle pas du tout des allophones, c'était une des limites de l'enquête. Et donc, la définition pour faire partie de l'enquête, c'est d'avoir dormi dans les 5 derniers jours, soit à la rue, pour faire court, soit dans un foyer d'hébergement. Ce qui était assez intéressant et tout à fait unique, c'est que les personnes enquêtées étaient enquêtées par un enquêteur et par un psychologue, à qui on leur administrait une batterie de questionnaires standardisés de santé mentale. Maria vous en a déjà beaucoup parlé, donc des questionnaires standardisés, qui étaient relus a posteriori et validés par un psychiatre. Donc un dispositif assez lourd, mais assez précis en ce qui concerne la santé mentale. Tellement lourd et tellement précis que ça n'a jamais été refait. Depuis, il y a un projet de reproduire Samantha. On en parle depuis des années, mais qui pour le moment n'aboutit pas. Alors les principaux résultats, 2 choses pour aller très vite. D'abord, l'importance des troubles psychotiques. Maria en a parlé. Vous voyez qu'on a 13% de personnes psychotiques parmi les personnes sans logement, dont 8% de schizophrénie. Donc c'est 8 à 10 fois la prévalence en population générale. Des études aux États-Unis ont montré que dans l'ensemble de la population, je crois que c'était des études faites à New York, parmi l'ensemble des schizophrènes new-yorkais, 20% se retrouvaient sans logement au moins une fois dans l'année. Et c'était 2,5 fois plus souvent pour les schizophrènes que pour les autres troubles de santé mentale. En France, on a moins de chiffres. C'est des chiffres ici d'une cohorte européenne et du sous-échantillon français d'une cohorte européenne de schizophrènes qui semble montrer là aussi que 10% des schizophrènes français ont connu au moins un épisode de sans domicile dans les 12 derniers mois, dont 6% se sont retrouvés à la rue. Donc être schizophrène ou atteint de troubles psychotiques sévères en France est un facteur de risque extrêmement important de se retrouver sans domicile. Alors ensuite, on a d'autres troubles qui sont plus probablement, eux, des troubles réactionnels au fait de vivre dans des conditions de vie aussi difficiles. Vous voyez, des troubles anxieux sévères,
des symptômes dépressifs caractérisés, des risques suicidaires et des troubles de l'humeur. On est à peu près environ 2 fois plus, avec des phénomènes 2 fois plus fréquents que la population générale. Par exemple, pour les dépressions caractérisées, ce qui était assez particulier, assez public, c'est que c'est la même fréquence chez les hommes que chez les femmes, alors qu'en population générale, on sait que les femmes sont 2 fois plus atteintes de dépression que les hommes. Là, ce n'est pas le cas. Et puis on a évidemment des dépendances à l'alcool. Vous voyez, 20% de la population est dépendante à l'alcool. Là aussi, ça j'espère, nous interpelle et nous écarte aussi de ce préjugé et de cet idéal type. Bien sûr, il y a 20% de dépendance à l'alcool, c'est important, mais c'est loin d'être massif. Des consommations régulières de cannabis également, et pas ou peu de consommation d'autres drogues illicites dans la population qu'on a enquêtée dans des centres d'hébergement avec toutes les limites que ça comporte. Alors, ce qui est intéressant, on ne va pas lire les chiffres, c'est absolument pas l'objet, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une méta-analyse, une revue systématique de la littérature scientifique qui est parue en 2024, basée essentiellement sur des études européennes, canadiennes et états-uniennes, donc Amérique du Nord et Europe. Il y a très peu d'études et on sait très peu de choses sur le sans-abrisme dans d'autres capitales mondiales. Et ce qui est assez intéressant, c'est que cette méta-analyse retrouve les prévalences qu'on avait observées en 2009, très très proches. C'est comme si tous les chiffres que je viens de vous citer étaient un peu des invariants dans le temps et dans l'espace, en tout cas dans les contextes urbains occidentaux. Je vous parlais des fréquences, des violences subies par ces personnes sans domicile. Et ça, toujours dans l'enquête Samantha, on avait mesuré la fréquence des violences subies au cours des 12 derniers mois en fonction de l'état de santé mentale. Vous avez dans la première colonne les personnes sans domicile sans troubles psychiatriques, et la deuxième colonne, les personnes sans domicile avec des troubles psychiatriques sévères, c'est-à-dire soit une psychose, soit une dépression caractérisée, soit un syndrome anxieux sévère. Un de ces 3 signes-là. Et vous voyez que les personnes atteintes de troubles de la santé mentale étaient surexposées aux violences. Au cours des 12 derniers mois, vous voyez qu'ils avaient entre 2 à 3 fois plus été exposés à des vols, à des menaces, à des agressions sexuelles, à des agressions physiques, à des coups reçus dans une bagarre. Vous voyez que, par exemple, 26% des femmes sans domicile atteintes de troubles psychiatriques sévères avaient subi, 5% avaient subi des agressions sexuelles dans les 12 derniers mois, et un quart d'entre elles avaient été agressées physiquement. Je vais vous présenter maintenant aussi rapidement une deuxième enquête, l'enquête En Femmes, qui a été faite donc quelques années après, 4 ans après, en femmes comme enfants et familles sans domicile. Alors le constat, c'est qu'on s'était aperçu, en tout cas on avait été alerté par le 115, par le SAMU social de Paris, qui nous disait, mais en fait on est confronté, on reçoit, mais de plus en plus d'appels de personnes en famille. Et c'est ce que montre cette courbe. Vous voyez, entre 1999 et 2014, vous avez en bleu, alors d'un côté c'est le nombre d'appelants, de l'autre côté c'est le nombre de nuitées. Mais vous voyez que les courbes évidemment se superposent. Donc disons en bleu continu, c'est le nombre de personnes isolées appelant chaque nuit le 115 de Paris. Et vous voyez que finalement ce nombre est resté assez stable, lui. Cette courbe-ci, elle est restée assez stable. Le nombre de nuitées qui concerne des personnes isolées est resté aussi assez stable. Ce qui a fait exploser les statistiques, ce sont les personnes en famille. Vous voyez qui représentaient 13% des personnes, qui en représentent aujourd'hui 70%. Donc cette explosion dont je parlais, c'est une explosion des familles sans domicile. Famille étant définie comme un adulte avec au moins un enfant.
en couple, un ou deux adultes, mais bien entendu, on a une surreprésentation énorme des familles monoparentales dans ces publics. Et donc confronté donc, vraiment à ce changement massif de la démographie des appelants du 115, c'est ça qui a poussé à faire une enquête qui a été réalisée donc, par l'Observatoire du SAMU social et dirigée par Stéphanie Van den Toren, une étude spécialement chez ces familles. Toujours pareil, la définition, c'est des familles qui vivent dans un endroit non prévu pour l'hébergement ou qui sont hébergées dans des foyers d'accueil et d'hébergement. Là, cette fois-ci, le dispositif d'enquête reposait sur un binôme enquêteur-infirmière. Et une des grandes spécificités de l'enquête, c'est que alors que l'enquête Samantha n'avait eu lieu que chez des francophones, ce qui est quand même une limite énorme, là, vous voyez que cette enquête a eu lieu en 17 langues. Ce qui, vous pouvez imaginer, est une logistique assez lourde et importante de trouver des enquêteurs dans 17 langues, de traduire les questionnaires dans 17 langues. Et là aussi, on a interrogé une batterie de questionnaires standardisés en santé mentale adulte et aussi auprès des enfants. Je dirais tout de suite, moi je ne suis pas spécialiste de la santé mentale des enfants, mais je sais que Maria en a beaucoup parlé sur les troubles du comportement des enfants, puisque là a été interrogé les enfants de moins de 13 ans. Alors, quelques résultats. À l'époque de la réalisation d'Enfam, encore une fois, depuis, les chiffres ont été multipliés par 2 ou par 3. À l'époque, on avait estimé qu'on avait comme ça 10 200 familles en Île-de-France qui étaient sans domicile, c'est-à-dire 35 000 personnes et 9 000 enfants. Il faut multiplier tout ça par presque 3 aujourd'hui. Que les familles représentaient 40% de la population sans domicile francilienne et aujourd'hui, probablement la majorité des personnes sans domicile. 22% comptaient plus de 3 enfants. En moyenne, ces familles étaient sans domicile depuis 3 ans. Elles avaient connu plus de 3 déménagements par an au cours de ces 3 ans. 15 à 20% de ces familles avaient connu au moins un passage à la rue. Et 100% vivaient sous le seuil de pauvreté. 38% ne percevaient aucune aide sociale, ni n'avaient aucun accompagnement social. 53% d'entre elles étaient en insécurité alimentaire, c'est-à-dire, pour faire court, en impossibilité d'avoir une alimentation correcte et choisie et en quantité suffisante. On les retrouvait à 75% à l'hôtel, donc ces personnes sont logées à l'hôtel. 14% dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, donc des centres où certes on peut rester un peu plus longtemps, mais vous imaginez qu'ils ne sont absolument pas faits pour des femmes et des enfants. Le modèle du CHRS, c'est pour l'homme seul, pour faire très rapide. 6% étaient logés en CADA, en fait il s'agissait de familles demandeuses d'asile, en attente de réponse, et on en avait 4% qui étaient dans des centres d'hébergement d'urgence, alors là, encore moins faits pour héberger des femmes et des enfants. La plupart d'entre eux, de ces familles, 90% des adultes de ces familles sont des immigrés, sont des personnes nées à l'étranger. À l'époque, en 2013, les 2 destinations principales, donc il y avait à peu près 10% de personnes nées en France, mais à l'époque, les 2 destinations principales étaient l'Europe de l'Est et le Maghreb et l'Afrique subsaharienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des 2 adultes était le plus souvent né à l'étranger, mais en revanche, 72% des enfants de ces familles étaient nés en France. Après, ou parfois d'ailleurs bien après, l'arrivée de leurs parents en France. Alors très rapidement, les troubles de la santé mentale observés, vous voyez, de 30% de dépression caractérisée chez les mères, 40% d'état de stress post-traumatique, très liés aux trajectoires migratoires de ces mamans. Ça peut être avoir vécu dans un pays en guerre, ça peut avoir surtout, on en a beaucoup entendu parler, les trajectoires de migration, des femmes transsahariennes en Méditerranée ou à travers les Balkans venant du Proche-Orient. Beaucoup d'études
d'organisations gouvernementales qui les accueillent, entre guillemets, ou les secours à leur arrivée en France, toutes sont font à peu près tout le constat que quand il s'agit de femmes, elles ont toutes connu des violences sexuelles et quasiment toutes été violées pendant leur trajectoire de migration. Donc on a vraiment affaire à des gens qui ont des passés très douloureux, et vous voyez ce qui explique ces 40% d'état de stress post-traumatique. Chez les enfants, on a là aussi des hauts niveaux, donc il y avait 4 échelles de développement des enfants qui avaient été interrogés, donc des échelles standardisées. Vous voyez qu'on avait plus d'un quart des enfants qui avaient des niveaux élevés. Je sais que ce sont des échelles continues, mais là c'est des niveaux élevés de troubles émotionnels, du trouble du comportement, de syndrome d'hyperactivité, d'inattention, et un peu moins, mais quand même plus qu'en population générale, des troubles relationnels. Donc des impacts assez majeurs sur la santé mentale, le développement des enfants, du fait de vivre dans de telles conditions. Je voulais presque terminer en vous citant quelques chiffres vraiment tout à fait provisoires d'une enquête qui s'appelle Repères, dont les données vont sortir là aussi courant 2026, et je remercie Lison Ramblière de l'Observatoire du SAMU social de m'avoir permis de vous faire part de ces résultats tout à fait intermédiaires, parce que c'est un suivi de cohorte qui n'est pas encore terminé. Et c'est une étude qui s'intéresse aux femmes enceintes sans domicile. Là aussi, toujours une prise de conscience que de nouveaux publics, ou en tout cas sans doute plus nombreux qu'on l'imaginait, sont concernés par le fait d'être sans domicile. Et ça, c'est donc une enquête qui est faite avec deux lieux. Le réseau Solipam, qui est un réseau de prise en charge de la santé périnatale des femmes en très grande précarité, qui est un réseau francilien assez connu. Pour faire court, en fait, c'est les hôpitaux, les maternités, notamment publiques, appellent ce réseau quand ils détectent, soit pendant le suivi de grossesse, soit parfois uniquement à l'accouchement, mais détectent des femmes en situation d'extrême précarité. Ils appellent ce réseau Solipam. Et puis aussi, on a réinterrogé, ils sont repassés dans les hôtels sociaux pour réinterroger les femmes enceintes qu'on trouvait dans ces hôtels sociaux. Alors vous voyez que un quart d'entre elles avaient passé au moins une nuit à la rue. Et quand elles avaient passé une nuit à la rue, c'était 2 mois en médiane. Pendant le plus long, c'est 1 année de suivi, du début de la grossesse. Oui, pardon, j'ai oublié de vous dire qu'on va suivre ces femmes du début de la grossesse, les inclure et les suivre, ou tenter de les suivre jusqu'aux 3 mois du bébé. En réalité, bien entendu, de temps en temps, on les détecte pas en début de grossesse. Elles arrivent ou dans le réseau ou dans l'hôtel à 6 mois de grossesse. D'accord ? Mais en gros, on a donc entre 9 et 12 mois de suivi. Et sur ces 9 ou 12 mois, il y a un quart donc des femmes qui s'étaient retrouvées à la rue, et sur ces 9 à 12 mois, avaient passé 2 mois à la rue. Et d'ailleurs, des professionnels vous l'expliqueront, hein, je ne sais pas s'il y a des urgentistes dans la salle, notamment, par exemple. Les urgences des hôpitaux parisiens, chaque nuit, leur salle d'attente sert à héberger pour la nuit, à mettre à l'abri pour la nuit ce genre de public extrêmement précaire. Et leur situation est vraiment tout à fait catastrophique. Vous voyez qu'en début de grossesse, 50% d'entre elles souffrent d'un état dépressif sévère, 40% ne sont pas en insécurité alimentaire, mais en état de faim sévère, sous-alimenté. Et voilà. Et vous voyez aussi que si on mesure les renoncements aux soins, une fois que le bébé est né, les soins pour soi-même, hein, pour les femmes, pas pour les enfants. Une fois que le bébé est né, 40% des femmes renoncent à des soins pour elles-mêmes. Voilà. Se dédient à leur enfant. Et puis, je voulais vous montrer aussi, vraiment presque pour terminer, et là aussi je remercie Lison de m'avoir donné cette carte,
toutes ces femmes qui ont été interrogées ont été retranscrites leur trajectoire d'hébergement depuis qu'elles sont enceintes. Et donc là, on a l'exemple d'une Madame X qui, de juin 2024, quand la grossesse a été diagnostiquée, à juin 2025 jusqu'aux 3 mois de l'enfant, okay, donc à peu près 12 mois, vous voyez qu'elle avait déménagé 34 fois au cours de l'année enceinte. Et comme les lieux d'hébergement sont au niveau de l'Île-de-France, la gestion des lieux d'hébergement est francilienne, ce qui a évidemment une logique. Ça serait aussi totalement idiot que chaque département, Paris et la banlieue... Mais comme c'est francilien, vous voyez qu'on peut se retrouver de Mantes-la-Jolie à Meaux, en vous rappelant deux choses. C'est d'abord que leur suivi de grossesse, il est dans un lieu, donc merci les temps de transport, que certaines de ces femmes ont déjà des enfants, sont non seulement enceintes, mais ont des enfants. Dans l'enquête en femmes, donc les familles sans logement, c'était assez extraordinaire. Il y avait à la fois, c'est vrai, 10% des enfants qui n'étaient pas scolarisés, mais à la fois 90% des enfants, malgré ces conditions de vie, malgré ces déménagements d'hôtels, etc., étaient scolarisés et allaient à l'école, avec parfois des temps de transport évidemment hallucinants. Alors, je voudrais vous parler de deux dispositifs de prise en charge. Je suis un peu long, je suis désolé, donc on va aller assez vite. Il existe des équipes mobiles psychiatrie précarité. Elles ont été créées donc en 2005. Il y en a aujourd'hui 168 dans toute la France. Dans les grosses villes, il y en a plusieurs. Dans les très grosses villes, Paris, Lille, Lyon, Marseille, il y en a entre 3, 4, 5 qui se partagent le trajectoire. Et leur mission, c'est vraiment d'aller aller à la rencontre de ces personnes, soit dans la rue, soit dans les foyers d'hébergement. La grosse limite, et ça ne vous étonnera pas, c'est qu'ils ont des moyens extrêmement insuffisants, très sous-dotés en professionnels de santé au regard des besoins. Ils font, j'allais dire, vraiment ce qu'ils peuvent, mais il ne faudrait pas croire que toutes les personnes sans domicile atteintes de troubles psychiatriques sont suivies. Ça serait absolument faux. Et l'autre limite, c'est qu'ils ont un mal fou à remettre ces personnes dans le système de droit commun, la psychiatrie de secteur, les hospitalisations, le suivi régulier, tout ça reste extrêmement difficile. Et puis, c'est vrai qu'ils ont aussi un manque de lisibilité et de reconnaissance institutionnelle qui ne les aide pas non plus. Je voulais aussi vous parler, passer peut-être un peu de temps, et c'est vraiment la fin, d'un programme assez original qui s'appelle « Un chez soi d'abord », qui est la traduction de programme, la traduction de Housing First, qui ont été des approches développées au début au Canada, qui s'adressent aux malades les plus atteints de maladies les plus sévères et dans des conditions de vie les plus difficiles. En gros, ça s'adresse aux personnes souffrant de troubles psychotiques sévères qui sont à la rue, ou d'hébergement d'urgence à la rue, etc., mais qui sont vraiment dans cette espèce de lessiveuse constante, hébergement à la rue, hospitalisation parce qu'ils décompensent faute de traitement, hébergement d'urgence, quelques semaines en centre d'hébergement et de réinsertion sociale, et puis ça se passe très mal, donc ils sont, voilà. On s'adresse vraiment à cette population la plus malade et la plus précaire. Et Housing First, pourquoi? C'est absolument illisible, je suis désolé. C'est parce que normalement, en théorie, mais c'est vraiment une théorie toute administrative, ces personnes très malades, elles sont à la rue. En théorie, on les met en hébergement d'urgence. Et puis, on les accueille dans des centres de réinsertion. Et puis, si tout se passe bien, et d'une certaine façon, s'ils prennent bien leur traitement, s'ils sont compliants, compliants avec toutes ces règles, au bout du compte, comme un prix, ils gagnent la loterie et ils sont mis dans des hébergements de réinsertion, puis un jour dans des hébergements sociaux habituels. En fait, évidemment, cette étape, ça ne marche absolument pas. C'est vraiment une étape totalement théorique.
Il y a des accidents, comme je vous l'ai dit, d'interruption de traitement, de violence, de comorbidité. Et donc, Housing First, c'est un programme qui renverse totalement la situation et qui dit on va mettre dans un logement permanent, normal, du parc locatif standard, directement ces personnes-là. Au lieu de leur demander, entre guillemets, de faire leurs preuves, d'être soignés, d'être stabilisés pour les réinsérer dans le logement, on va complètement retourner la cause. On va se dire qu'au contraire, pour se rétablir, les plus malades, ils ont d'abord besoin de stabilité. Et donc, on va directement leur trouver des logements, les mettre dedans. Avec évidemment une condition, c'est un accompagnement de travail social, psychiatrique, très, très important. Évidemment, il ne s'agit pas de donner des clés à un malade psychotique qui, en plus, a passé 5 ans dans la rue. Il y a tout un accompagnement. Donc, il y a eu un essai randomisé qui a été fait voilà, par une équipe marseillaise, 700 personnes, vous voyez, qui, en moyenne, ça faisait presque 9 ans qu'ils étaient sans domicile, dont la moitié à la rue, et c'était à 70% des schizophrènes et à 30% des personnes qui souffraient de troubles bipolaires graves. Et donc, ils ont recruté 700 personnes, on a tiré au sort, et en gros, il y en a 350 qui ont bénéficié de ce programme, logement, et 350 qu'on a suivis sans intervenir plus que d'habitude. Et vous voyez que 2 ans après, c'est assez un succès. C'est-à-dire que 85% des personnes sont dans leur logement, toujours. 15% sont toujours suivis, mais eux ont eu un peu plus de problèmes et d'accidents de la vie, mais plutôt des choses de l'ordre d'hospitalisation un peu longue, de réhospitalisation un peu longue. Mais leur logement leur est consacré. Et en fait, il n'y a d'une certaine façon que 5% d'échecs, vraiment où l'expérience n'a pas fonctionné, la personne a disparu des radars, ou il y a eu des problèmes de voisinage et des choses comme ça. Mais vous voyez, très très peu d'échecs. Donc c'est vraiment une approche qui marche très bien. Et en plus, c'est une approche moins coûteuse, puisque vous voyez que le coût annuel d'une personne logée en Housing First est de 14 000 € et qu'on évite, alors que le coût annuel estimé d'une personne laissée à elle-même, c'est 30 000 €. Donc en plus, on fait des économies d'argent public. Donc voilà, donc cette expérimentation, c'était en 2011, ça s'est traduit dans la loi, puisqu'on est parfois assez critique sur les politiques publiques, mais là, il y a eu une traduction dans la loi, une pérennisation de l'expérimentation, ce qui était évidemment pas gagné tout de suite. Dans les années 20, il y a eu 16 nouveaux dispositifs, donc, puisque dans le premier, je crois que c'était 5 villes, ça a été étendu à 16 villes, et l'objectif, c'est d'avoir à peu près 2000 personnes prises en charge. Alors, c'est un objectif modeste, mais comme je vous l'ai dit aussi, quand même, les grands psychotiques très malades à la rue sont aussi une population qui n'est heureusement pas si nombreuse, mais c'est voilà, quand même pour terminer un peu sur une note non seulement d'espoir, mais surtout pour dire, et je pense que c'est ça qui est intéressant, sans doute aussi pour le monde de la psychiatrie, c'est que ces trajectoires, ces personnes, ce public quand même assez particulier, qui vit dans des conditions très, très difficiles, réinterroge évidemment les pratiques de soins en psychiatrie, nécessite évidemment une adaptation, et donc ces publics peuvent être paradoxalement des lieux d'expérimentation de nouvelles prises en charge. Voilà, j'ai terminé. Je voudrais juste conclure pour souligner quand même un aspect politique. C'est que toutes ces personnes, donc ces 350 000 personnes, elles sont vraiment victimes d'une crise politique multiple, finalement, dans notre pays. Une crise des politiques de lutte contre la pauvreté, crise est un euphémisme, des crises de politique du logement social. Vous savez que dans les 15 dernières années, on n'a jamais aussi peu construit de logement social depuis 10 ans qu'en France, alors que, je vous ai dit, 2 700 000 personnes sont en attente de logement social.
Une crise aussi du droit des étrangers. Ce n'est pas non plus pour rien qu'on retrouve énormément de familles étrangères. Je vous renvoie là à toutes les complications du droit des étrangers. Je vous renvoie aussi, par exemple, à une enquête d'il y a quelques années qui s'appelait l'enquête Parcours, qui avait été dirigée par Annabelle Degré-Duloup, sur un échantillon très conséquent d'immigrés, qui montrait que les immigrés en France mettaient entre 3 et 5 ans pour obtenir ce qu'elle appelait la triade pour avoir une vie stable, c'est-à-dire un logement, un droit au travail, un droit au séjour qui dépasse 1 an, et un emploi. Donc avec de tels délais d'insertion, voilà, c'est pas étonnant qu'on retrouve ces femmes et ces enfants sans domicile fixe. Et puis aussi, le quatrième contexte, c'est l'effondrement de la psychiatrie publique. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le responsable, je crois, des directeurs de comités d'établissement des hôpitaux psychiatriques publics qui ont tiré l'alarme dans un papier qui était sorti dans Le Monde, je crois, il y a 3 mois, qui parlait de ça, qui parlait de l'effondrement de la psychiatrie publique. Voilà, je vous remercie.